houdoud solitaire vole très loin dans le ciel et chante ta clairvoyance, triste, monotone et précaire. Chante, oiseau de Salomon, nos belles illusions perdues, nos rêves obsessionnels, nos chimères foutues en l'air. E.A. Ce matin-là, je me réveillais de bonne heure, puisque c'était un jour férié, un dimanche. Les autres jours, je trouvais souvent une difficulté à ouvrir les yeux et encore plus à quitter mon lit, prendre le maigre petit déjeuner et aller à l'école. C'était à la fin d'un printemps verdoyant et fleuri, au début des années 60, après une sévère sécheresse qui avait frappé toute la région. Je passais mon temps libre à me balader dans les alentours pittoresques du village, un lance-pierre au cou, un carnet, un petit crayon dans la poche, comme d'habitude. Je n'avais encore que 12 ou 13 ans. Ici, l'exploitation des gisements du phosphate polluait l'atmosphère, en la chargeant de poussière fine qui se déposait sur toute la zone depuis des décennies, ce qui avait augmenté à l'extrême la fertilité du sol. Quelques pluies éparses suffisaient à métamorphoser le paysage désolé en dense végétation d'une sauvagerie primitive, pouvant dépasser de loin la taille d'un enfant de mon âge. Des femmes au foyer et leurs enfants organisaient des pique-niques en petits groupes éparpillés dans la nature. Elles préparaient le thé à la menthe, dansaient, chantaient, cueillaient des bouquets de fleurs, des herbes et des fruits sauvages comestibles. Parfois, ma curiosité d'enfant me poussait à m'aventurer loin du village, à explorer ce monde vivant et inconnu. Je m'arrêtais parfois pour dessiner un élément de la nature qui m'intéressait, par sa beauté, sa délicatesse et son harmonie. Je n'hésitais pas aussi à capturer une bestiole ou chasser un oiseau. Il m'arrivait des fois qu'une surprise me figeait sur place. Un agneau égaré, une personne en plein sommeil, un sac rempli et cousu qui dégageait une mauvaise odeur, avec des mouches et des insectes qui tournaient autour. Une fois, c'était une moto, et un peu plus loin, un homme et une femme qui faisaient la bête à deux dos. Ce dimanche matin, l'hyper-printemps éphémère touchait à sa fin. La chaleur du soleil prenait petit à petit le dessus. Les prairies multicolores avaient tendance à s'uniformiser en couleur d'été. Progressivement, toute cette beauté impressionnante s'étiolait, se desséchait, s'atrophiait. Seules quelques plantes épineuses du coriace continuaient à défier la rudesse du climat. Je quittais le village ce matin pour emprunter un sentier tortueux, dans le but d'aller explorer pour la seconde fois des terres nouvellement boisées à la périphérie ouest de la ville, surnommée plus tard Forêt-les-Rouges. La première fois, c'était quelques semaines auparavant, par un groupe de garnement du village, parti en expédition à la recherche d'une espèce d'astragale, clean-bush, plante saisonnière dont les gousses succulentes étaient appréciées par tous les enfants. Il y avait même des marchands ambulants qui vendaient ce fruit à 1 ou 2 liards le bouquet. Après de longues investigations hasardeuses, nous avions eu la chance de repérer en bas d'un talus un petit champ naturel de cette plante sauvage, touffu et luxuriant, de plus d'1 mètre d'auteur. Nous avions croqué autant de gousses que nous le pouvions. À mon avis, ce comportement ancestral, comme beaucoup d'autres, qui persistait encore, datait de l'âge de la cueillette. Nous avions fini par remplir nos poches, puis arracher des plantes entières, chargées de gousses depuis la racine, et former des bottes transportées sur nos têtes comme de petits paysans qui revenaient d'un champ agricole. Surpris par une averse abondante, nous étions arrivés au village, tous trempés d'eau de la tête aux pieds. Ma mère était en colère, en me voyant revenir à la maison en retard, tout mouillé, avec une grande botte d'herbe sur la tête,
au lieu de la planche de pain que j'avais complètement oublié de ramener du four du village pour le déjeuner. En marchant au milieu de la forêt, je faisais attention au danger de l'irrégularité du terrain, camouflé par de hautes herbes, aux piqûres d'insectes et des plantes épineuses, surtout celles d'une espèce de panicou des champs très douloureuse que nous appelions les ventreurs d'abeilles, bjenhel, car les abeilles butineuses qui s'aventuraient à récolter le pollen de ces fleurs risquaient d'être éventrées par ces épines hérissées. Autour de moi, la forêt grouillait de vie. J'aperçus soudainement sur mon chemin, à une dizaine de mètres devant moi, un oiseau-huppe, en train de picoter quelque chose. Je le voyais de derrière. Pour moi, c'était une occasion inespérée de capturer un si joli oiseau, plus entendu que vu, qui se tenait loin du village et n'approchait jamais les humains. Je voyais sa crête magnifique qui dépassait son corps et bougeait dans tous les sens. Je m'accroupis tout doucement. Je retirai mon lance-pierre de mon cou. Je plaçai un caillou projectile sur la bande de cuir. Je visais en tremblant de joie et d'émotion. À l'instant même, il était déjà dans le ciel. Je tirai désespérément sur lui, sans l'atteindre. Je continuai à observer les lents battements de ses ailes comme celles d'un papillon géant rayé en noir et blanc. Il se posa un peu plus loin, sur un arbuste de conifères. Je le croyais fatigué ou blessé. Ainsi, en le poursuivant d'arbuste en arbuste, j'avais atteint le pic de la colline, là où la jeune forêt cédait la place au champ, avant de prendre conscience que je l'avais perdu de vue. Désespéré, je m'essayais par terre pour me reposer en contemplant les champs de céréales et les prairies qui s'étendaient sous mes yeux à perte de vue, sans me soucier des écorchures et des taches de sang au niveau de mes pieds et de mes jambes. Accompagné de sensations de chaleur et de douleurs localisées dues aux insectes et surtout aux piqûres d'épines de végétaux. Un peu plus bas, une petite fosse attira mon attention. Je m'approchai pour voir. Je découvris une petite glaisière d'argile rouge, emportée par cette couleur belle et rare, dans cette région envahie par les couleurs des phosphates, blanchâtres ou jaunâtres, qui manquaient de vivacité. Je me voyais avant l'exode rural de mes parents assis auprès de la matfia, une sorte de cuve souterraine pour le stockage de l'eau de pluie, en train de jouer avec de la boue argileuse, de la même couleur que celle que j'avais devant moi. Je trouvais un immense plaisir à modeler tous les jouets que je désirais. J'avais perdu cette distraction depuis que mes parents s'étaient implantés dans ce village à proximité de l'usine de séchage du phosphate. J'avais en vain essayé de modeler ce sol local dont la pâte manquait de plasticité et s'effritait toute seule une fois séchée. J'avais une envie insoutenable de créer des statuettes avec cette argile douce et onctueuse. Il me fallait donc transporter une quantité suffisante à la maison. Sans sac à dos, j'étais obligé de chercher partout dans les environs quelque chose qui pouvait me servir de sac ou de récipient. Tout ce que j'avais trouvé, c'était une ficelle au bord de la route qui séparait la forêt des champs de blé. L'impulsion intense due à la découverte de cette argile rouge chocolatée m'avait forcé à trouver une solution quelconque à cet empêchement paralysant. Après un moment de réflexion et d'hésitation, j'avais opté pour la bonne ou la mauvaise idée de transformer la chemise que je portais en sac à bandoulière. Je rapprochai les deux manches en les nouant, en guise d'anse, sans toucher à l'ouverture du col. Je laçai la partie inférieure au niveau des pans à l'aide de la ficelle en faisant des nœuds solides et bien serrés. Je remplissais mon sac-chemise de mottes d'argile et je pris le chemin le plus court du village. Le long du trajet, à 2 ou 3 reprises, les boutons de la chemise lâchèrent et toute la précieuse argile se déversa par terre. Et il fallait à chaque fois réparer à tout prix le sac éventré à l'aide de bouts de fil de fer rouillé
trouvés sur ma route, remettre dedans l'argile non altérée et récupérable. Je ne pensais qu'à mon retard pour le déjeuner et à la réaction de ma mère en me voyant torse nu, la chemise transformée en sac, chargée de terre glaise sur le dos. Je n'avais jamais reçu de correction corporelle de la part de mes parents, puisque j'étais l'aîné, l'élève travailleur et sérieux, l'avenir de la famille. Pourtant, ils manifestaient de temps à autre leur colère et leur mécontentement envers moi, d'une manière discrète, détournée, symbolique, sans vocifération, ni grognement. Je saisissais intuitivement leur message dont l'impact sur mon humeur et mon état d'âme était retentissant. J'étais sensible à un silence, à une expression du visage, à un faux geste, à un lapsus, ce qui me plongeait dans une tristesse harassante, due à un sentiment de culpabilité souvent irraisonné. Arrivé au village, essoufflé et épuisé, je n'avais trouvé personne à la maison. J'avais appris par la suite que ma mère était partie. Je ne me souviens plus où, suite à une scène de ménage. D'ailleurs, les disputes de mes parents étaient presque quotidiennes, une coutume parentale bien enracinée. À mes yeux, ma mère était la victime et mon père le bourreau, parce qu'il grognait tout le temps, et elle se taisait tout le temps et pleurait en silence. Très tôt, j'avais trouvé dans mes jeux, confondus souvent avec mes passions artistiques, et plus tard dans la lecture, un vrai refuge apaisant face à une réalité cruelle contre laquelle je n'y pouvais rien. Tout ce que j'avais trouvé comme support pour travailler mon argile était un morceau de bande transporteuse d'un convoyeur du phosphate, souple, épaisse et résistante, très convoitée par les cordonniers qui la transformaient en semelle pour chaussures. Ce dimanche après-midi, j'avais préparé une pâte bien malaxée et consistante, en la débarrassant en même temps de quelques impuretés solides et dérangeantes dans le but de sculpter un oiseau-lupe, le laisser sécher et l'embellir avec les couleurs correspondantes. L'idéal pour moi, c'était reproduire d'après nature. Cependant, je connaissais déjà cet animal de très près, lorsqu'un jour le père de mon ami Sihmed chassa une huppe fasciée avec sa carabine, lui ouvra la poitrine à l'aide de son couteau, dégagea le petit cœur encore battant du pauvre oiseau blessé, puis l'enfonça dans la bouche de son fils unique. Convaincu d'avoir bien agi, il rit de toutes ses dents en l'encourageant. « Mâche-le bien et avale-le, il te donnera de l'intelligence. Tu seras le premier de ta classe, Inch'Allah. » Ensuite, il jeta la dépouille un peu plus loin. Je me retirai discrètement du groupe d'enfants qui jouaient pour aller chercher l'oiseau presque déchiqueté, le cacher sous mes vêtements malgré ses odeurs nauséabondes et le porter à la maison. Ce qui m'intéressait, c'était son splendide plumage. Immédiatement après, je le déplumai et gardai toutes les plumes dans une boîte vide pour film radiographique. C'était la période où de temps à autre j'accompagnais un ramassis de petits voyous pour aller fouiller dans la décharge de l'hôpital et ramener tout ce qui pouvait nous amuser et nous servir de jouet. Plâtre qui a servi à immobiliser un membre fracturé ou autre traumatisme, flacon de sérum, tuyau médical, boîte, ciseaux de forme bizarroïde, bistouri, etc. Certains petits canailles creusaient çà et là à la recherche de membres amputés et enterrés dans le bois situé derrière l'hôpital, d'après une vraie ou une fausse rumeur qui circulait entre nous. D'autres gamins ringards revenaient au village avec un membre plâtré ou un pansement oculaire pour impressionner les curieux. De ma part, j'étais surtout préoccupé à chercher du papier bureaucratique encore vierge, du carton susceptible de me servir de support artistique. Je n'avais trouvé que cette grande boîte en carton solide, plutôt plate que cubique, un ciseau médical et 2 ou 3 seringues, sauf que l'intervention de nos parents avait mis fin à ces expéditions imprudentes d'une hardiesse et légèreté présomptueuse qui risquaient de nous coûter cher. Je souhaitais réaliser 2 paysages sur le printemps en utilisant les 2 grandes surfaces internes de la boîte de film radio,
en tant que support. Elles étaient d'une superbe couleur noire, ce qui avait suscité mes souvenirs des travaux exécutés au craie de couleur sur les petits tableaux noirs de la salle de classe quand j'avais 9 ou 10 ans. J'éprouvais un besoin pressant de vouloir imiter la technique de l'ancien maître d'école, M. Boulissem, et j'avais mis pas mal de temps à collectionner des craies de toutes les couleurs en quantité suffisante. Épuiser une couleur avant de terminer un travail était déjà ma bête noire. Je commençai par vider la boîte du plumage de l'oiseau huppe dont je ne savais quoi faire, puis découper difficilement le carton solide à l'aide du ciseau médical aux extrémités tordues et dégager les 2 supports exploitables, en posant les plumes sur l'une des 2 faces noires, en attendant de les cacher quelque part ou les jeter à la poubelle. J'avais constaté qu'elles devinrent plus douces et plus attrayantes sur fond noir. Ainsi, j'étais amené à envisager la possibilité d'essayer un collage de plumes sur support noir. Mon petit flacon de colle décollé ne m'avait pas servi à grand-chose. Il ne me resta qu'une seule solution, aller au bois qui se situait près de l'usine du séchage du phosphate pour récolter la résine de pin, une colle brute, naturelle. Je pris une petite bouteille et je passai une bonne demi-journée à chercher cette sève qui coulait des troncs de ces conifères comme des larmes, plus ou moins transparentes. Je savais que cette colle végétale est plus gluante et plus adhésive que la colle scolaire, depuis qu'un camarade de classe avait son flacon de colle qui dégageait une odeur fortement odorante et dont l'origine ne m'était pas étrangère. Plus tard, je l'avais utilisé avec mon ami Sihmed à coller sur nos vieux cahiers convertis en albums d'affichettes de films découpés dans de vieux journaux. De retour à la maison, je traçai à la craie un croquis grandeur nature d'un oiseau huppe sur l'un des 2 supports noirs et à l'aide d'un pinceau, j'étalai la résine végétale sur l'esquisse étant donné que cette colle met du temps à sécher. S'il m'était facile de distinguer les différentes plumes grâce à leur couleur et leur dimension, leur emplacement exact sur le croquis était pour moi un vrai casse-tête. Ceci d'une part. D'autre part, je n'avais réalisé que difficilement la différence entre la fixation naturelle des plumes sur un vrai corps d'oiseau et leur collage sur une surface plane à 2 dimensions. Après plusieurs tentatives oiseuses, j'avais fini par abandonner ce jeu fantaisiste, pour ainsi dire. Toutefois, je voulais absolument faire une composition artistique qui intensifie la beauté des couleurs du plumage sur fond noir. Après plusieurs essais décevants, je m'étais contenté à coller dans un coin du carton noir 5 plumes de différentes dimensions, en forme de main, aux doigts écartés, pour insinuer la paume de cette main qui ressemblait vaguement à un oiseau. En vol, vu de profil, je traçais un trait rond, rapide et ouvert, touchant les 5 calamus des plumes. Le résultat, à mon avis, était un vrai gâchis. Malheureux et consterné, j'avais perdu toute inspiration pour travailler les 2 paysages prévus. Impatient, je voulus prendre ma revanche, autrement en dessinant des oiseaux à l'encre noire, colorés au crayon de couleur, découpés au ciseau, collés sur le carton noir. Qui restait? L'oiseau huppe à qui s'applique le proverbe populaire marocain qui dit « Ô toi embelli de l'extérieur, qu'en est-il de ton intérieur ?» n'était plus qu'un petit dessin parmi d'autres. C'était un beau jeu, un vrai plaisir, mais le travail méritait plutôt de faire une page d'encyclopédie pour enfants sur les oiseaux qu'une œuvre d'art. À cet âge, je n'avais pas cette vision des choses. J'étais uniquement insatisfait et triste, sans savoir pourquoi. Perdu dans mon univers personnel, isolé, j'ignorais qu'au fond de moi-même se cachait un enthousiasme naïf, une ambition démesurée qui animait peut-être ce désir de vouloir imposer la beauté élevée du houdoud, y compris ses connotations magiques et religieuses, selon ma mentalité puérile. Au support noir, couleur d'obscurité, d'angoisse et de tristesse, un substitut ou une projection de ma situation difficile de préadolescent
qui concentrait toute son énergie et son attention d'une manière souvent inconsciente au profit d'une régulation illusoire et symbolique du conflit de ses parents à travers sa passion artistique. La rencontre imprévue d'un oiseau huppe sur ma route quelques mois plus tard et la découverte de la petite carrière d'argile rouge, rappelant une vague période d'entente et de sérénité parentale, avaient éventuellement éveillé en moi cette déception latente, imprégnée de rancœur, qui n'avait pas connu un bel aboutissement artistique, de paix et de sécurité parallèle à la pénible réalité. Ce dimanche après-midi, je n'avais qu'une vieille lame de couteau, une aiguille, une petite seringue, évidemment mes deux mains, pour travailler la pâte d'argile, déjà bien pétrie, en tâtonnant selon un procédé personnel empirique. Je commençais par donner forme à ma sculpture, en ajoutant, en retranchant et en jouant sur des petites quantités d'argile de la pâte préparée. C'était d'une agréable facilité, alors que toute la délicatesse du travail reposait sur le détail. Des fils de fer récupérés m'avaient servi d'armature, principalement pour le bec long, mince et recourbé, les pattes courtes qui ne pouvaient supporter le poids du corps. Il m'était difficile de garder la sculpture en équilibre sans ces débris de fils de fer et un appui sur la queue de l'oiseau. Ces fils de fer étaient largement utilisés par les enfants du village de notre génération, dans la fabrication de nos jouets avec de vieilles boîtes métalliques de toutes sortes. À cet âge, j'avais la manie du détail et le souci de la précision, parce qu'il suscitait en moi un émerveillement singulier, parfois paradoxal, que je ne comprenais pas. Je modelais à la main tous les éléments de ma statuette. La lame du couteau et l'aiguille me servirent à coller et à rajuster chaque petit fragment, aussi insignifiant soit-il avec l'ensemble. La seringue remplie d'eau me permit d'humidifier légèrement la pâte pour ne la garder ni trop dure ni trop molle. Assis par terre toute l'après-midi, dans un coin de la cour intérieure à ciel ouvert, en changeant de place et de position à chaque fois autour de ma sculpture pour mieux maîtriser le travail. J'étais fatigué et j'avais mal partout. Le soleil s'était déjà couché, j'abandonnais mon oiseau encore inachevé. Il me restait pas mal de détails, dont certains étaient mineurs, discrets et à mon avis essentiels. Je me retirai dans la chambre familiale commune pour prendre mes cahiers et réviser mes leçons sous la faible lumière d'une bougie. Le lendemain, au lever du jour, avant de partir à l'école, je jetai un coup d'œil sur ma statuette. Je découvris de petites fissures au niveau de certaines parties du corps qui commençaient à sécher. J'étais désappointé. Ces échecs répétés m'avaient démoralisé et attristé. Ce même matin, après la classe, je quittais l'école presque en courant dans le but de remédier aux craquelures de ma sculpture. En arrivant à la maison, j'étais content et profondément satisfait du retour de ma mère au foyer. Elle préparait le pain pour le déjeuner et elle avait l'air maussade. Mon père l'était aussi, assez souvent. Sans échange de paroles à cause de leur discorde incompréhensible, ils se ressemblaient dans leur mélancolie. Je commençais par réparer les blessures de mon oiseau en l'humidifiant à la seringue et en les remplissant de faibles quantités de pâte molle, puis je frottais avec mon doigt mouillé ou au couteau pour faire disparaître les traces de restauration. Sans réelle conviction et pour détendre l'atmosphère, je brisais les pestilences qui régnaient dans la maison en demandant conseil à ma mère. « Regarde maman ma sculpture » en la désignant du doigt. Il se passa un moment de silence inquiétant avant qu'elle ne cédât à ma sollicitation. Elle releva la tête tout doucement et chercha avec ses yeux fatigués l'emplacement de la statuette pour répondre. « C'est une poule qui couve ?» Content de l'avoir tiré de son silence, je répliquai non, c'est un houdou. Je ne l'ai pas encore fini. Elle restait indifférente à mes précisions. J'ajoutai, comment faire pour éviter les fissurations après séchage? Tu mets ton argile à l'ombre. Je ne peux pas faire bouger mon oiseau, il risque de s'effriter. Tu le protèges du soleil. Sans attendre,
J'allais chercher un vieux panier en roseau abandonné dans l'enclos des lapins, abîmé par ces rongeurs domestiques. Je me débrouillai pour le débarrasser de son anse en anneau, puis je couvris aisément ma sculpture. En revenant à la maison après le cours de l'après-midi, vers 16h30, comme d'habitude, je n'avais plus osé toucher à ma statuette, finir le méticuleux travail de la texture. En revanche, je ne m'arrêtais pas de soulever de temps à autre le panier pour voir si tout va bien. Mon souci de la perfection artistique, par le détail, faisait place à ma phobie des fissurations déroutantes. Je ne savais pas jusqu'alors que ces terres rouges d'ahmar facile et docile d'apparence étaient opinâtres et rebelles. Dissuadé par une vague inspiration du jeu, pour tuer le temps, je m'occupais à fabriquer des statues miniatures et progressivement, ma passion pour la sculpture par modelage d'argile s'était ravivée. D'une part, lorsque j'avais constaté que les petites sculptures séchèrent vite et presque sans fissuration discernable. Et d'autre part, j'étais épaté par les possibilités infinies que m'offrait cette matière naturelle, à traduire naïvement en volume ce que toute mon imagination crédule et fertile me dictait. Mes premières réalisations étaient un plateau avec sa théière et ses verres posés sur une mida, et à côté une bouilloire sur un brasero, comme si j'aurais eu désiré remplir avec les ustensiles de la cérémonie du thé à la menthe ce vide convivial, chaleureux, laissé par les parents. Ce rituel du thé à la menthe qui rassemblait tout le monde autour de la même tiédeur, d'un verre qui ne se refusait pas, qui favorisait la détente, rompait le silence et déliait les langues. Plus encore, avec un morceau de pain, il faisait un plat de résistance des ménages pauvres comme le nôtre. 2 ou 3 jours après, mon oiseau huppe s'était totalement séché, légèrement rétréci, affecté de quelques fendillements, jugés anodins par ma mère, inquiétantes à mon avis. Malgré bon gré moi, je passais à l'étape finale qui consistait à colorer ma statuette, afin de mettre en relief son bellissime plumage. Au premier essai, je m'étais aperçu que les couleurs de ma peinture à eau s'obscurcissaient en se fusionnant avec l'argile rouge réhydratée. Ainsi, j'étais contraint de faire appel à mes craies de couleurs collectionnées et promis à un autre usage, celui des 2 paysages sur fond noir. La craie blanche et le charbon de bois me servirent à ornementer les ailes, la queue et la crête, la craie orange pour le reste du corps de l'oiseau. Une fois terminé, je contemplais ma sculpture sous angles différents pendant un bon moment, sans pouvoir donner mon opinion sur le résultat de mon activité artistique qui confondait le sérieux et le ludique. Je ne voulais pas non plus demander l'avis de ma mère que j'ai considéré d'inutile et me faisait peur. Je continuais à jouer avec mon argile jusqu'à épuisement du stock. Et puis je recommençais depuis le début à faire et refaire d'autres statuettes miniatures. J'y trouvais un plaisir, un sentiment de bien-être malaxé d'angoisse et de malaise. C'était un effort de distraction, de tension. Est-ce que c'était une manifestation artistique de collage et de décollage avec les parents de déconstruction et reconstruction symbolique de ma personnalité de préadolescent? Tout ce que je sais, c'était un soir au beau milieu de la nuit, j'étais réveillé par le bruit d'une pluie indomptable, par terre et sur les toits, une pluie tiède, de fin de printemps, qui avait mis fin à une expérience qui m'avait appris que la fin d'une chose n'est que le début d'autre chose. Une seule image persistait dans ma mémoire comme un lointain écho, celle d'un houdoud en argile coloré au craie de couleur qui tendait le cou vers l'avant, les ailes légèrement relevées, prêt à s'envoler. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince